Le Mali déclaré définitivement sorti de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, cela après les 42 jours d'incubation qui ont suivi la sortie du dernier cas de malade Ebola. Sur ce plateau, le professeur Sambasso, coordinateur du centre opérationnel d'urgence. Les Maliens et le poulet, c'est une vraie histoire d'amour. Ce soir, nous sommes allés savoir l'usage fait de la volaille qui succombe au long trajet entre l'intérieur et la capitale. Le dossier culture nous déniche les mystères qui entourent le port du turban. On sait que trois mots sont intimement liés à ce morceau de tissu. Il s'agit de la religion, de la culture et de la protection. Son usage est surtout populaire au nord de notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une bonne nouvelle à partir de ce dimanche 18 janvier 2015 et après les 42 jours d'incubation qui ont suivi la sortie du dernier cas de maladie à virus Ebola, le Mali est déclaré définitivement sorti de l'épidémie de Ebola. Mais pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la vigilance reste de mise. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Chers compatriotes, depuis le 6 décembre 2014, date à laquelle le dernier malade hospitalisé au centre de traitement de Bamako a été testé négatif, aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans notre pays. Aussi, après 42 jours de surveillance sans cas confirmé de maladie à virus Ebola, conformément aux directives du règlement sanitaire international, je déclare ce jour, 18 janvier 2015, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Désormais, les voyageurs et les marchandises ne feront pas l'objet de traitements particuliers à l'étranger. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République pour son leadership décisif et féliciter l'ensemble de la population malienne qui s'est totalement engagée pour venir à bout de cette épidémie redoutable. J'adresse également mes remerciements au Premier ministre et à l'ensemble de mes collègues du gouvernement ainsi qu'à leurs collaborateurs pour leur engagement sans réserve dans cette lutte. Je remercie le personnel de santé à tous les niveaux pour l'engagement, le patriotisme et la bravoure manifestés pendant cette crise et avant cette crise. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier au nom du gouvernement du Mali les pays amis et les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale qui ont apporté leur appui à la riposte à cette épidémie. Je remercie tout particulièrement les représentants de l'Organisation mondiale de la santé au Mali avec qui nous avons mené au quotidien ce combat. Chers compatriotes, comme le disait le président de la République il y a seulement quelques jours dans sa réponse aux vœux du corps diplomatique, je cite, « Nous sommes fiers des efforts déployés. De même, sommes-nous fortement encouragés par les résultats atteints à cette date. Toutefois, le Mali n'est pas totalement à l'abri des risques tant que cette épidémie ne sera pas vaincue à nos frontières du Sud. » Fin de citation. C'est le lieu d'inviter toute la population à garder et à pratiquer les mesures d'hygiène élémentaires et les comportements protecteurs que nous avons recommandés, notamment se laver les mains au savon ou à l'eau de javel, éviter les poignées de main et les accolades, signaler aux services de santé tout cas suspect de maladie à virus Ebola ou de décès inexpliqués, éviter les déplacements dans les zones en épidémie, éviter les viandes de brousse et les cadavres d'animaux sauvages. Les agents de santé doivent appliquer les précautions d'usage, quel que soit le diagnostic, dans toutes les pratiques professionnelles et à tout moment. Le Mali a gagné une bataille. Il revient à tous de préserver ces résultats en maintenant et en renforçant les pratiques par lesquelles nous y sommes parvenus. Et le bureau de l'Organisation mondiale de la santé dans notre pays qui se joint aux autorités pour annoncer la bonne nouvelle. Son représentant appelle également à la prudence. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Ce jour 10 janvier 2015 est un jour historique pour la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali, en Afrique et dans le monde.
Le Mali a déclaré le premier cas de maladie à virus Ebola confirmé le 23 octobre 2014 à Kayes, suite à un cas importé. Un deuxième foyer a été enregistré à Bamako le 10 novembre 2014, consécutif à l'importation d'un second cas. Au total, 7 cas, dont 5 décès, ont été enregistrés et un décès probable pour maladie à virus Ebola non confirmé. Et 433 personnes contacts ont été recensées et adéquatement suivies pendant 21 jours d'incubation possible. Ce jour est historique pour deux principales raisons. La première est que 42 jours, donc 2 périodes d'incubation successives, se sont écoulées depuis la sortie du dernier cas, sans qu'aucun nouveau cas ne soit enregistré sur l'ensemble du pays. En effet, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière, la propagation de la maladie à virus Ebola dans un pays peut être déclarée terminée lorsque 42 jours se sont écoulés, sans qu'aucun nouveau cas n'ait été enregistré. Aussi, toute transmission à partir des foyers, les chaînes de transmission connues au Mali étant écartées, le Mali peut être déclaré sorti de cet épisode d'épidémie à virus Ebola. La deuxième raison est que le Mali a pu maîtriser en 4 semaines d'intenses labeurs entre le 10 novembre et le 6 décembre, date du premier test négatif du dernier cas, un foyer urbain confirmé et complexe, avec plusieurs chaînes de transmission déjà avérées au moment du premier diagnostic. Ce résultat obtenu en un temps record, dans ce contexte que je viens de décrire, n'a jamais été enregistré dans l'histoire de la maladie à virus Ebola. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble de la population malienne qui s'est totalement engagée pour venir à bout de cette épidémie redoutable. Les élus locaux, les autorités religieuses, les groupements de femmes, les agents de santé qui continuent encore la lutte sur le terrain pour préserver le pays. Le gouvernement du Mali, et plus précisément le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui n'a pas attendu l'apparition du premier cas pour commencer la lutte. Et enfin, son excellence de chef de l'État qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel en dirigeant la guerre contre le virus Ebola. Voilà, le représentant de l'OMS l'a rappelé dans sa déclaration. Le premier cas a été enregistré le 23 octobre 2014 à Kayes et le foyer de la maladie à Bamako a été décelé le 10 novembre 2014. Au total, 5 personnes sont décédées de cette maladie dans notre pays et 433 personnes contacts identifiées. Le dossier de la rédaction signé Boubacar Sissoko. Eh bien oui, le Mali est déclaré définitivement sorti de la maladie à virus Ebola. C'est grâce à la riposte qui a été proportionnelle à la gravité de la maladie. Comment le Mali est-il arrivé à ce résultat? C'est l'ensemble des Maliens, un effort conjugué depuis la base, depuis les villages jusqu'au sommet. L'engagement, en tout cas conjugué de tous les Maliens, a permis d'avoir ce résultat. L'engagement et la mobilisation ont été sans faille du sommet de l'État jusqu'aux citoyens lambda. Les agents de santé ont travaillé de façon très étroite avec les communautés pour assurer un très bon suivi et rompre cette première chaîne de transmission. Et ensuite, il y a eu la deuxième chaîne de transmission. Également, on a tenu les mêmes activités, la main dans la main avec les communautés, avec les familles. Les agents de santé sont parvenus à identifier au plus vite l'ensemble des contacts. Des efforts colossaux ont été accomplis à tous les niveaux et par tous les partenaires pour gagner la lutte contre cette terrible maladie. L'information et la sensibilisation ont été déterminantes depuis l'éclatement de la maladie dans certains pays voisins du Mali. Les messages audio ont été diffusés dans les 63 districts du pays et depuis mars, à un rythme soutenu d'au moins 2 diffusions par jour. Et ces messages, nous les avions modifiés en fonction de l'évolution de l'épidémie. Lorsque nous étions en prévention simple, ok, il y avait des messages. Lorsque nous avions eu les cas, nous avions modifié alors les messages. Et maintenant que nous allons sortir, disons, de l'épidémie, nous avions aussi modifié déjà et positionné nos messages. La maladie a fait 5 décès, dont le premier cas a été enregistré à Kayes le 23 octobre 2014. Le second foyer a été identifié à Bamako le 10 novembre 2014.
Au cours des activités de lutte, 433 personnes contacts ont été répertoriées et suivies. C'était des problèmes d'incompréhension par rapport au mot contact et que la communauté comprenne. Être contact ne veut pas dire qu'on est malade. Un contact ne peut pas transmettre la maladie. Pour transmettre la maladie, il faut développer un signe ou 3 signes pour être malade et pouvoir contaminer quelqu'un. Nous avons pu identifier 2 cas, 2 contacts qui se sont avérés positifs. Et heureusement pour nous, on remercie le grand Dieu que ces cas ont pu être sauvés parce qu'ils ont été vus tôt. Ce que je veux dire à la communauté, jusqu'à présent, il faut que nous restions sur nos gardes. Comme on le dit, le Mali est sorti de l'œil du cyclone. Mais la vigilance et l'observation des mesures sanitaires et d'hygiène doivent être de mise. Le Mali a gagné cette bataille grâce à l'appui de la communauté internationale, un acquis à renforcer. Et pour plus de détails sur cette victoire face à cette épidémie, nous recevons sur ce plateau le professeur Sambasso. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le coordinateur, je le rappelle, du centre opérationnel d'urgence et conseiller spécial Ebola auprès du président de la République. À écouter le ministre de la Santé et aussi le représentant de l'OMS, on peut enfin lâcher un ouf de soulagement. Merci beaucoup, Madame Maïga, pour cette question. On peut lâcher peut-être un demi-ouf de soulagement, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le message de ce soir, c'est vrai que c'est historique, c'est très important, mais il y a un élément absolument beaucoup plus important que tout ça derrière tout ce message, c'est que ce ouf ne veut pas dire que c'est fini et que c'est adieu à Ebola, on le souhaite, mais comme cela a été tout à l'heure entendu lors de la déclaration de monsieur le ministre qui a répété une des citations de monsieur le président de la République, et c'est que tant que il existe encore des zones en épidémie autour de nous, on ne doit pas crier victoire de façon totale. Donc pour l'instant, on a pu éteindre les 2 chaînes de transmission décrites tantôt. Donc conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, par définition, nous ne sommes plus un pays en épidémie, mais nous restons un pays à haut risque. Tout simplement parce que l'entourage du pays, on a encore des possibilités qu'il y ait des cas importés dans notre pays. Donc, ce message veut dire que ce n'est pas complètement fini, mais ça veut aussi dire qu'on doit augmenter la vigilance dans tous les sens. Toutes les mesures qui sont en vigueur aujourd'hui doivent être multipliées et maintenues, renforcées, de manière à ce que notre pays reste protégé et qu'on puisse barrer toutes les routes possibles à ce virus très très dévastateur. Et justement, sur ce sujet, je voudrais vous demander quelles sont les dispositions prises pour garder ce cap. Merci beaucoup. Je voudrais au passage remercier l'ensemble de la population malienne pour jusque-là les efforts fournis. Toute la population malienne est à saluer et notamment les amis de la communication et de l'information. Il y a eu un effort extraordinaire en matière de communication autour de ça. Donc je remercie le département de la communication et de l'information et tous les communicateurs privés et publics, et également remercier les travailleurs de la santé et tous les autres départements ministériels, comme cela avait été dit par monsieur le ministre de la Santé. Et ce qu'il faut faire, c'est que je voudrais profiter et demander à tous de maintenir le cap, et les équipements, on ne doit rien alléger pour dire qu'on n'est plus en épidémie, en fait, c'est ça le mot. Au contraire, on doit maintenir ce qui est acquis et renforcer. Et pour ce faire, on va profiter de cette accalmie pour corriger toutes les faiblesses. On va redescendre sur le terrain, toutes les faiblesses identifiées et non identifiées seront également identifiées, et faire en sorte que l'équipe soit renforcée et faire en sorte que le matériel manquant soit en tout cas rendu disponible, et en tout cas veiller au grain, comme on le dit souvent, de manière à ce que le virus ne puisse entrer, passer nos frontières. Vous me faites peur quand même un peu en parlant de faiblesse. Déjà, on voit que les Maliens commencent à lâcher les habitudes d'Ebola, on commence déjà à se donner les points de main, les accolades. Justement, madame, merci pour cette question. Je voudrais demander à l'ensemble des Maliens, la vigilance doit être de mise, que nous prions tous le bon Dieu
qui maintiennent notre pays, préservent notre pays contre ce mal-là, et que les pays qui en souffrent aussi puissent vite s'en sortir. Mais les mesures d'hygiène, le ministre de la Santé venait de l'annoncer tantôt, doivent rester. On doit réduire les contacts individuels, on doit réduire les contacts avec les zones en épidémie. Tant qu'on peut éviter les visites dans les zones en épidémie, c'est ce qui est recommandé. On doit éviter les animaux de brousse, que ce soit leurs cadavres vivants, et on doit également déclarer au plus vite tout cas suspect au service de santé et aux agents de santé. Il faut maintenir le réflexe Ebola et dans toutes les structures maintenir le dispositif d'hygiène. Et donc vraiment on ne doit rien relâcher. Au contraire, les Maliens on doit tout faire pour maintenir cette victoire-là et faire en sorte que notre pays puisse rester plus jamais d'Ebola, comme ce qui a été fait au Nigeria, comme ce qui a été fait au Sénégal. Merci professeur Sow. Et pour finir, nous allons rappeler la salutation Ebola aux téléspectateurs. Exactement, madame, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous poursuivons avec cette édition. Notre pays, qui est un grand producteur de volailles, tous les jours, la capitale est envahie par des camions de volailles qui viennent de l'intérieur du pays, un voyage souvent fatal pour certains passagers qui en meurent. Nous avons voulu savoir l'usage fait de ces poulets cadavres. La réponse dans ce dossier de Kadiatou Kone. Au Mali, l'aviculture ou l'élevage de la volaille prend de plus en plus de l'ampleur. Voilà qui explique l'offre importante sur les marchés de la capitale. Il est 7 heures et dans ce petit marché de volailles, non loin de l'ambassade de France, des camions déchargent des poulets en provenance de l'intérieur du pays. Kalilou, vendeur de poulets dans ce marché, est présent depuis 6 heures pour écouler sa marchandise. Nos poulets viennent de Pouchala et de Sikasso. Pendant le voyage, beaucoup de poulets s'étouffent et meurent. Vraiment, avec ce moyen de transport, beaucoup de nos poulets meurent. Justement, où vont ces cadavres de poulets? Question embarrassante. Ce cadavre de poulet, je le mange, je ne le jette pas. Ceux qui viennent ramasser les cadavres de poulet, les consomment ou les vendent. La police intervient tout le temps, mais rien à faire. Et oui, c'est la triste réalité. Ces cadavres de poulet finissent dans les assiettes. Il y a même des restaurateurs qui engagent des jeunes pour le ramassage des cadavres de poulet. Ils les rachètent à 500 francs l'unité, les préparent et les revendent à la population. Une pratique illicite qui gagne du terrain et qui doit préoccuper les autorités compétentes. Les poulets, effectivement, lorsqu'ils sont morts, nous pouvons aller contrôler, veiller et voir est-ce que les conditions des jeunes sont requises, est-ce que c'est propre à la consommation ou pas. Mais il faut que nous ayons les moyens et les ressources pour le faire. Nous pouvons aller faire les constats, mais nous n'avons aucune possibilité de retirer ces produits du marché, parce que ça ne fait pas partie de nos missions. Nous évaluons les risques, mais nous ne gérons pas les risques. Avant, le service d'hygiène avait un rôle de répression, mais maintenant on n'a plus ce rôle. On joue un rôle de sensibilisation de la population. Pour cela, il faut faire des enquêtes. Ces poulets morts relèvent des services vétérinaires. Effectivement, nous sommes au courant parce que nous avons l'habitude de mener une enquête en ce sens-là. Et on a constaté que vraiment il y a des ramasseurs de cadavres au niveau de tous les points de vente de volailles. Donc, s'il faut vraiment faire la répression, c'est au niveau de tous les points de vente. Et c'est une mission quotidienne qu'il faut mener pour vraiment empêcher ce fléau-là. Bon, c'est les moyens qui nous manquent. Sinon, normalement, ces cadavres doivent être ramassés et détruits. Mais notre constat, c'est une consommation au niveau des gargotes, même au niveau des restaurants, il y a certains qui le font. D'après les spécialistes, la consommation des cadavres de poulet est dangereuse pour la santé. Que ce soit les poulets, les bœufs, les moutons, consommer des animaux qui n'ont pas été inspectés par les services vétérinaires n'est pas du tout souhaitable, parce que ça peut amener beaucoup de maladies, et des maladies infectieuses comme des maladies parasitaires. Il y en a beaucoup, dont la plus importante, on peut citer la tuberculose, par exemple. Là, c'est très
fréquent, la cuisson peut détruire les germes microbiens, mais les toxines ne sont pas détruites par la chaleur. Donc le danger est toujours là. Il faudrait que nous ayons une coordination de toutes les structures impliquées dans la sécurité sanitaire des aliments, que ce soit le ministère des Industries, les services vétérinaires, l'agriculture, la santé, etc. Et en ce moment, peut-être ensemble, avec le peu de moyens que nous avons, si nous conjuguons nos efforts, je pense que ça peut aller. Se nourrir, oui, est un droit naturel, mais bien se nourrir reste la seule garantie pour une bonne santé. En attendant que tous les services compétents aient des moyens pour combattre ce mal, le remède reste la vigilance et la prudence. Ça coupe l'appétit en tout cas, Khadija Toukone. 4e jour de la foire Exposition internationale de Bamako FEBAC. Ce soir, nous vous présentons les chapiteaux exigés pour recevoir les exposants. Avec l'initiative, la CECIM veut respecter les normes internationales dans l'organisation d'une foire. Ibrahima Traoré. Pour accueillir les milliers de visiteurs et assurer le bon confort des exposants, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'a pas lésiné sur les moyens. La CECIM a apporté une innovation majeure avec l'installation de ces chapiteaux au cœur du parc des expositions. Érigés sur 3000 mètres carrés, ces chapiteaux sont climatisés, bien décorés et surtout inflammables. Visiteurs et exposants apprécient le cadre. Très agréable cette année. Je trouve que c'était vraiment très agréable. Il y a eu beaucoup de progrès là. Par rapport aux années précédentes, je pense que les stands sont très bien, c'est bien tenu, très propre, c'est encourageant. Nous participons en tant qu'agence de promotion des exportations au Maroc dans plus de 70 salons dans le monde, sur 40 marchés. Et nous sommes agréablement surpris par la qualité de l'organisation, la qualité des services connexes et l'accueil surtout chaleureux. Le cadre, c'est bon, mais il fait un peu chaud là, c'est tout, sinon c'est bon, c'est bien exposé, les gens sont bien installés, il y a la fluidité de la circulation à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Le président du collège transitoire de la CECIM fait constamment le tour des stands. Son but, s'inquérir des difficultés et imperfections constatées ça et là. Hier, des véhicules de livraison ont fait une fausse manœuvre et ont endommagé quelques compresseurs par derrière. Ce qui fait que pour faire des travaux d'électrification, on a dû interrompre un climatiseur par chapiteau. Tous les climatiseurs situés vers l'est ont été interrompus pour réparation. Mais dans une trentaine de minutes, tout sera en règle. Sur place, la CECIM fait de bonnes affaires. Le prix du ticket d'entrée est réduit à 500 francs CFA. Cette année, quand même, c'est un peu plus cher par rapport aux années passées. Je crois que ça va. Moi, je pense que pour que ça soit accessible à tout le monde, un truc forfaitaire comme 100 francs, 200 francs, voilà, je pense que ça peut aller pour tout le monde, quoi. Cette année, à la FEBAC, tous sont quasiment à l'abri du soleil et de la poussière. La CECIM entend faire mieux pour respecter davantage les normes internationales. En ce moment, à Gao, une bombe qui a explosé donc ce matin devant une station d'essence dans le quartier Château. Un enfant a été blessé, d'autres engins explosifs ont été découverts et désamorcés au même endroit. En visite à Banamba, le ministre de la Réconciliation nationale a pu s'imprégner des conditions d'apprentissage du Saint-Coran. Tous les élèves passent d'abord le matin par l'école coranique avant de rejoindre l'école française à 7h30. Envoyé spéciaux à Banamba, Haruna Diara, Moussa Mega. Nous sommes ici à Touba, derrière l'étape de la visite du ministre de la Réconciliation nationale dans le cercle de Banamba. Touba, la ville sainte, où tous les enseignements commencent ici dans le Saint-Coran. C'est donc par un accueil populaire, fait de soutien actif en faveur de la paix, que le ministre de la Réconciliation nationale, Zadou Sidi Mohamed, a foulé le sol de la ville sainte de Touba ce vendredi. Le processus qui est actuellement en cours doit tenir compte de l'avis de tous les Maliens. Et c'est pourquoi je suis venu ici m'entretenir avec les notabilités de Banamba, les élus, afin aussi de voir leur appréciation sur le processus de paix, comme nous l'avions fait dans tous les chefs-lieux de région du Mali. Entre prières rituelles, causeries et échanges divers dans les avias et vestibules avec les chefs et leaders religieux, le ministre de la Réconciliation nationale, Zadou Sidi Mohamed,
à expliquer à ses hôtes en quoi la réconciliation par l'islam tolérant comme c'est le cas à Banamba, peut contribuer à la stabilité de notre pays. En s'intéressant ici aux tablettes de talibé et l'enseignement véhiculé, il s'agira pour le ministre Zahabi d'avoir une vision prospective, à même de prendre en charge par la formation professionnelle l'avenir des enfants et des femmes auxquels il a livré le message du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République, il a instruit tous les ministres de mettre les femmes comme priorité dans tout ce que le gouvernement doit faire. Et par rapport à ça, elles n'ont qu'à s'organiser en coopérative. Comme on le voit, la stabilité du Mali de demain se prépare dès aujourd'hui. Et le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme qui était à Bruxelles hier, où elle a pris part à la cérémonie de lancement de l'année européenne pour le développement. Le thème porte sur la devise « Notre monde, notre dignité, notre avenir ». Et dans le cadre de ces activités, Ndiaye Ramatoulaye Diallo a animé avec son homologue du Cap-Vert une conférence débat sur le thème de la culture communautaire de développement. Une conférence débat qui a vu la présence de la reine des Belges et du ministre belge de la coopération au développement. Moudoubo Soirée, notre envoyé spécial, et Fatim Diallo, notre correspondante sur place à Bruxelles. Nous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. Conférence régionale du Congrès national d'initiative démocratique SNID à Ségou. Les travaux présidés par le président du parti, Maître Moutagatal, ont permis aux délégués des cercles de faire le point de la vie du parti, mais aussi de dégager les lignes directrices par rapport aux échéances futures. Candice l'a compte rendu. L'état de santé du Congrès national d'initiative démocratique, SNID Faso Iriwaton, les perspectives et l'actualité brûlante sont entre autres thèmes qui ont mobilisé les responsables du parti, les délégués de cette cercle de la région. Pour le président du SNID, il s'agit à travers cette première conférence d'épouser le rythme de la décentralisation, dont la régionalisation est le socle. Nous avons un agenda qui nous amène à faire des conférences régionales dans chacune des régions du Mali, aujourd'hui accessibles. Les élections communales et régionales passent par une mobilisation des militants. Et la vision du SNID est, on ne peut plus clair, renforcer sa position de leadership. Sur l'échiquier politique malien, le SNID se positionne encore comme la quatrième force politique au Mali. Notre ambition, c'est d'améliorer notre position sur l'échiquier politique, mais aussi et surtout de travailler avec nos alliés, aujourd'hui regroupés dans la majorité présidentielle, de façon à conforter celle-ci pour nous permettre de mettre en musique le programme du président de la République. Cette première conférence a été également une occasion pour le Parti du Soleil Levant d'échanger avec ses militants sur la situation sécuritaire dans les pourparlers d'Alger. Et l'aboutissement heureux du processus passe par le consensus autour des actions du président et de son gouvernement. Il faut que chaque Malien fasse preuve de citoyenneté et s'engage avec le gouvernement dans la voie de règlement pacifique des conflits au nord et de l'équipement de nos forces armées de sécurité en dehors des vaines polémiques. Auparavant, le secrétaire général de la section de Ségou, Youssouf Koulibaly, s'était réjoui de cette initiative. Une initiative qui doit aboutir à la mise en place d'une coordination régionale du parti à Ségou assortie des recommandations. On note que cette conférence a enregistré la présence de plusieurs partis amis. Deux ONG viennent de faire des heureux dans la commune rurale de Faladje, c'est à 90 km de Bamako. 26 paysans de la localité ont bénéficié de 135 000 francs CFA chacun pour les appuyer dans l'achat de matériel agricole. Envoyé spécial Abdraman Doukatraoré, Abdraman Mega. Ils sont 26 paysans de la commune rurale d'Intiba dans le cercle de Kati à bénéficier de cet appui de deux ONG évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il s'agit de l'ONG Les Amis d'un coin de l'Inde et du monde et l'ONG Groupe d'Action pour l'enfance au Sahel. Chacun des bénéficiaires empoche la somme de 135 000 francs CFA destinée à payer des charrettes pour les travaux champêtres. Ça donne beaucoup de plus de motivation aux paysans. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des bénéficiaires, c'est d'être surtout courageux, rester courageux
continuer à travailler et s'autosuffire. Permettre une autonomisation des paysans par l'augmentation de la production agricole tout en rapprochant les cultivateurs de leurs champs. Tels sont entre autres objectifs visés par ces deux organisations non gouvernementales. Elles ne sont pas leur première initiative dans cette localité, située à 90 km de Bamako, dans le cercle de Kati. En plus de cette donation, ces projets ont offert à 145 paysans des charrettes pour un coût total de 20 millions de francs CFA. Vraiment, je suis très satisfait de la remise de ces charrettes et ânes à nos exploitants agricoles de la commune de Timaka. Nous sommes là pour le développement de la commune, surtout économique. Donc, dans le cadre du développement agricole et pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, cela ne peut que nous réjouir au niveau de notre commune ici. Présent dans la commune rurale d'Intiba depuis 2006, ces ONG évoluent dans le domaine de la production du compost, la réalisation des périmètres maraîchers au profit des femmes, l'appui et la formation des femmes en teinture et en coupe et couture. 3 nouvelles salles de classe pour la commune rurale de Yerere dans le cercle de Nyoro, une réalisation rendue possible grâce au soutien de l'ONG Solidarité au Sahel. Reportage de notre correspondant sur place, Moussa Diakité. C'est dans une ambiance de fête que les populations de la commune rurale de Yerere et environ à une quinzaine de kilomètres à l'est de Nyoro du Sahel sont sortis très massivement ce jeudi 15 janvier pour l'inauguration de 3 nouvelles salles de classe. Construite et équipée par l'ONG Solisa Solidarité au Sahel, à hauteur de 30 millions de francs CFA, cette nouvelle infrastructure fait la fierté de 17 542 âmes des 10 villages qui composent la commune. Il y a beaucoup de problèmes liés au développement de l'école, santé, hydraulique. Il y a un déficit partout. Avec le soutien de nos partenaires allemands et d'autres, nous essayons de faire ce que l'on peut. Ces nouvelles constructions viennent renforcer les anciennes vieilles de 46 ans. Après la coupure du ruban symbolique, ce fut la visite des locaux qui se composent de 3 salles de classe équipées et électrifiées, d'une direction, de 2 blocs de 3 latrines et de 4 panneaux solaires d'1 mètre chacun pour l'alimentation en électricité. 15 ans, disons que nous sommes en train de courir derrière les ONG. Heureusement, c'est avec Solisa qu'on a pu ouvrir la porte. Notre école, à partir de l'instant, que la fréquentation soit une fréquentation vraiment sérieuse. Sur ce plan, j'y veillerai et nous allons continuer, n'est-ce pas, à sensibiliser les acteurs de l'école par rapport, en tout cas, à l'entretien de ce joyau. Un bel exemple de coopération nord-sud. Près de 30 millions de francs CFA, c'est la valeur du don que les députés élus à 100 viennent de mettre à la disposition de leur population. Ils ont saisi l'occasion pour faire la restitution de certaines activités de l'Assemblée nationale. Moussa Fane. Des machines à coudre, des moulins, des ordinateurs, des poubelles, d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA, c'est le don offert aux populations du cercle de 100 par leurs députés. Ces matériels sont destinés aux services sociaux de base des communes du cercle. Les élus de la localité ont ensuite procédé à une séance de restitution des projets de loi votés par l'Assemblée nationale. Nous avons parlé un peu de toutes les lois, les lois de finances, les lois de rectification, de collège budgétaire, donc avec les différents portefeuilles alloués à différents secteurs qui intéressent effectivement les populations. Nous avons aussi parlé de toutes les ordonnances à ratifier, notamment concernant les accords de prêt qui concernent les secteurs d'économie pour booster l'économie de notre pays. C'est notamment tout ce qui est question de création d'emplois, tout ce qui est question allant dans le sens de la sécurité alimentaire de l'élevage. Le député a droit de restituer tout ce qui s'est passé à l'Assemblée lors des sessions aux populations, aux élus. C'est ce qui fait que nous sommes venus aujourd'hui pour rendre compte de tout ce qu'on a eu à faire pendant les sessions au peuple, en nous militant, pour qu'ils comprennent ce qui se passe à l'Assemblée, les différents textes qui ont été pris, les dispositions pratiques, et recueillir leurs avis avant d'aller vers une nouvelle session. La rencontre a permis aux représentants des communes du cercle d'échanger sur plusieurs sujets intéressant la vie de la nation.
L'ONG Al-Farouk a réalisé et équipé 2 centres de couture à Daoudabougou et à Faladje, des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre des actions de solidarité de l'ONG aux personnes vulnérables. Sokonaka Misoko. Al-Farouk, un exemple de solidarité islamique au service de l'humanité. Dernier geste de l'ONG en date, c'est l'inauguration de 2 centres de couture. Les bénéficiaires sont la Maison des femmes de Daoudabougou et l'association Toutra de Faladji. Chaque centre de couture est doté de 17 machines, dont 4 de broderie. La réalisation de ces infrastructures permet aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Nous travaillons avec une 50aine de femmes, toutes quasiment démunies. Ce dont, j'en suis sûre, permettra à nous les femmes, nos enfants, d'être intégrés dans la société et surtout nous permettra de vivre dignement du fruit de notre labeur. Outre ces 2 centres de couture, Al-Farouk a réalisé un forage à Sikoroni, en commune 1 du district de Bamako. L'ensemble des réalisations ont coûté 17 millions de francs CFA. Le nouveau forage de Sikoroni est le 3e financé par l'ONG dans le quartier. Le but est de faciliter l'accès de la population à l'eau potable. L'ONG Al-Farouk veut accompagner l'État malien pour former nos enfants. C'est un programme que l'ONG Farouk a initié. C'est Dubaï et Qatar qui fait les deux donations. Et on a cette forage aussi. Au département de la promotion de la femme, on se réjouit de cet appui combien important de l'ONG. Au nom du gouvernement du Mali, nous disons merci à l'ONG El Farouk. Cette contribution entre dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Nous disons à tous les bénéficiaires de prendre soin de ces matériels. Si la solidarité est un comportement, l'exemple de l'ONG Al-Farouk doit davantage inspirer les personnes de bonne volonté. Et l'ONG Vision Citoyenne du Millénaire qui poursuit ses activités de sensibilisation, d'information et de formation sur le terrain, elle a procédé au lancement en commune 5 du district de Bamako de journées citoyennes à l'endroit des femmes et des jeunes. La finalité recherchée est de faire des participants de nouveaux citoyens capables d'apporter leur contribution au développement local. Le port du turban est une pratique populaire au nord de notre pays, surtout en cette période de froid. 3 mots sont intimement liés au turban: religion, culture et protection. C'est d'ailleurs lors de son intronisation que le turban est offert au chef coutumier de la ville, à l'élève qui vient de finir ses études coraniques ou encore à celui devenu majeur. Le port du turban à Tombouctou, c'est le sujet du dossier culture signé Namouri Cheikh Diabaté, Yaya Tandina et Cheikh Oumar Sangaré. Le turban est une coiffure d'homme faite d'une longue bande enroulée autour de la tête. Attacher le turban consiste à couvrir la tête avec une étoffe qui ne laisse voir parfois que le visage. C'est une pratique coutumière très significative chez les populations des zones désertiques du Mali en général et celles du Nord en particulier. À Tombouctou, le port du turban serait à l'origine destiné à couronner les étudiants à la fin de leur cursus coranique. Mais par la suite, il y a eu plusieurs autres significations. La cérémonie du turban, elle est d'abord signe de responsabilité. Initialement, celui qui finit l'université, achève ses études, on lui donne en plus du diplôme un turban. Le jeune homme ne peut être marié que quand il a reçu le turban. Alors donc pour le chef coutumier aussi, le turban a vraiment son sens parce que c'est le symbole de l'autorité. La cérémonie du turban regroupe en plus de celui ou ceux qui doivent porter le turban, les parents, les amis et les notabilités de la ville. Les érudits comme les cadis ou juges religieux, le guide spirituel qu'est les cheikhs ou les imams sont ceux qui sont habilités à faire porter le turban à un homme. Ça se fait par des hommes mûrs qui prononcent un certain nombre de formules, qui disent un certain nombre de prières pour l'aider, l'accompagner dans cette responsabilité. L'étoffe utilisée comme turban mesure généralement 5 mètres. Elle est parfois beaucoup plus longue, surtout chez les Touaregs. Sa forme d'attache varie selon les groupes ethniques et est souvent très symbolique. Le turban qu'on donne pour celui qui a acquis la maîtrise
dans la matière qu'il a étudiée. Le turban qu'on lui offre, c'est comme le turban qu'on offre aux jeunes mariés. C'est un turban qui a la forme, qui inscrit l'inscription de Dieu sur la tête du postulant. Allah, la bande pendante qui est le alif, sous le menton, l'âme alif, et puis sur la tête le ha. Chaque ethnie a sa manière de porter son turban. C'est à partir de l'attache du turban, comme on nous dit, qu'on dissocie les différentes ethnies. Rite initiatique ancré depuis des temps immémoriaux au sein des communautés à Tombouctou, la cérémonie de turban est un passage obligé pour accéder au mariage. Le nouveau porteur du turban doit observer une bonne conduite sociale. Il doit absolument corriger son langage. Il doit faire attention à son comportement. Il doit tout faire pour rentrer dans la vie sociale avec une maison à lui, fruit de sa sueur. Et là seulement, il peut demander une femme en mariage. Le turban est aussi le symbole du pouvoir. En effet, l'intronisation du chef coutumier de Tombouctou s'est faite à travers une cérémonie particulière conformément aux us et coutumes de la cité des 333 saints. Dans ce cas, c'est une mobilisation inédite de toute la communauté. Ici, la couleur blanche du turban est très sollicitée. Pour montrer qu'il est le chef, pour le présenter à tout le monde, nous avons le cadi généralement dans la mosquée de Sidiya. On lui attache le turban pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est celui-là le chef et ça représente exactement la couronne des Européens, des pays arabes et autres. Et ça continue jusqu'à nos jours. Il existe le turban blanc qui couvre uniquement le sommet de la tête représentant la couronne. Le noir signifie le savoir et est porté par les chefs spirituels. Le turban avec un bout flottant est destiné aux notables et chefs de famille. En dehors de son caractère sacré, le turban joue aussi un rôle protecteur contre les intempéries. C'est justement une arme qui protège contre le vent, parce que le turban, il protège l'essentiel. Les yeux, les oreilles, la tête, le nez. Le port du turban a d'abord une fonction religieuse, ensuite une valeur culturelle et enfin un rôle protecteur contre le vent, la poussière, le froid et j'en passe. Merci à Cheikh Oumar Sangaré pour ces cours d'histoire. Nous passons à la page sportive de cette édition avec du football. Pas de vainqueur ce dimanche à la CAN 2015. Les deux matchs du groupe B, Zambie, RDC et Tunisie, Cap-Vert se sont soldés sur le nul d'un but partout. Khalifa Naman Traoré nous fait revivre les temps forts des deux rencontres. De retour sur les terres de leur exploit en 2012, les Chipolo de la Zambie comptent bien héréditer cette performance. Face aux léopards de la République démocratique du Congo, les Zambiens ne pouvaient rêver une meilleure entame. Sur la première action du jeu, Robert Kijaba dégage un ballon dangereux plein axe. Son coéquipier de tout-puissant Mazembe, Given Siguluma, reprend victorieusement pour l'ouverture du score. Les Congolais réagissent aussitôt, se créant de nombreuses situations d'établir la parité. Ils butent par moments sur le portier Kennedy Mouané. Les multiples efforts payent à la 66e minute avec le but de Yannick Bolassi. Malgré une domination d'ensemble des léopards, les deux équipes se quittent dos à dos. Décidément, le groupe B ne dégage pas de leader lors de sa première journée. Aigle de Carthage et Requin Bleu du Cap-Vert produisent du jeu et se créent surtout des occasions de but. Malgré le beau spectacle, l'essentiel, c'est-à-dire le but, fait défaut en première période. Les Tunisiens ouvrent la marque à la 70e minute par Monser d'une frappe puissante sous la transversale. 6 minutes après, Eldon obtient un penalty, bien que le contact avec Youssef ait lieu en dehors de la surface. Il se rend justice pour l'égalisation. Ce groupe B reste donc ouvert avec un point pour chaque équipe. À suivre ce lundi, l'entrée en lice du groupe C
Ghana, Sénégal à 16h et Algérie, Afrique du Sud à partir de 19h. Et l'émission Question d'actualité de ce soir qui a pour sujet la professionnalisation des organes de gestion des élections dans l'espace francophone. C'est une rediffusion. L'émission a en effet été enregistrée en marge des travaux du séminaire international du réseau des compétences électorales francophones organisé à Bamako en janvier 2014. Vous pourrez suivre également le journal de la FEBAC. C'est une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Demain 10h-13h, Kadiatou Kone. Je vous retrouve pour la grande édition du soir. Ce serait après les 2 matchs du groupe C, la CAN 2015 Guinée équatoriale. Excellente soirée à tous.